restitution donc, du programme Atelier Campus de l'École Camondo qui a initié de 2018 à 2021 avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller. Avec donc une petite table ronde, témoignage avec 2 étudiants de l'École Camondo en 5e année, Edgar Jaillet et Victor Fleury, avec François Pouena, ferronnier d'art, qui nous accueille donc depuis 3 ans dans ses ateliers et qui travaille en collaboration étroite avec nos étudiants et nos alumni sur des projets, avec Jérôme Desclercs de la passementerie, de Claire Passementier. D'ailleurs, vous êtes un peu comme François, c'est la combienième génération, vous? 6e, attends. 5e François. Bon, il est là. Prochaine. Et Clément Ferron, qui est directeur de Tolis, du groupe Orige, qui est donc ornemaniste, staffeur, ornemaniste, peintre décorateur. Peintre décorateur voilà. aussi. Bon, beaucoup de métiers chez Tolis. On a discuté beaucoup avec Sébastien Albert de Duval et Moller aussi ce matin. Et donc, ce qu'il y avait d'intéressant, je trouvais, dans cette rencontre, c'était de raconter un peu vos parcours, Edgar et Victor, et comment vous êtes en lien avec ces ateliers d'exception, et comment est-ce que vous développez aujourd'hui des projets, et peut-être même des projets de diplôme bientôt. On n'en parlera peut-être pas trop, parce qu'on est dans un temps qui est encore avant le diplôme. Quand même, on finit l'école. Voilà, on va pas spolier, c'est ça, comme pour les séries. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Et peut-être, Victor, on pourrait commencer par toi, parce que toi, en fait, assez vite, après les premiers ateliers campus, tu es venu nous voir à l'école, je m'en souviens très très bien, mais vraiment, et tu nous as dit que tu allais faire une année de césure. Et je me souviens qu'on a dit, ah, ok, super, mais tu reviendras. On était, tu te souviens avec René Jacques, on avait dit ça. Et en fait, qu'est-ce que tu es parti faire? Tu vas nous dire ce que tu es parti faire pendant cette année de césure et comment ça t'est venu. Raconter ça. Déjà, l'année de césure est venue un peu grâce à Atelier Campus, en effet, parce que j'ai fait une année de césure entre ma 3e et ma 4e année. Donc ça m'a permis déjà de faire plusieurs ateliers, notamment chez François Pouena, et qui a été finalement un peu le déclic et qui m'a donné envie de faire cette année de césure qui était basée sous le signe de l'atelier, de l'artisanat, et de comprendre comment différents ateliers pouvaient fonctionner et aussi se nourrir de la technique, mais aussi de l'ambiance et de l'atmosphère que chaque atelier pouvait dégager. Donc c'était le projet. Donc j'ai commencé finalement avec Clément Ferron, j'ai fait un stage de 2 mois chez Tolis, où on a pu... et ça continue maintenant, c'est encore une histoire qui a commencé avec Atelier Campus, mais qui continue encore aujourd'hui, où j'ai vraiment travaillé dans l'atelier pour fabriquer donc des grandes voûtes en staff staff mêlé à de la peinture décorative. Ensuite, j'ai travaillé chez François Pouena, aussi pendant 2 mois. On a travaillé sur un bar-café qui est ouvert à Nevers, où j'ai eu la chance de pouvoir le dessiner et aussi le réaliser, tout en mêlant des techniques de plâtre que j'avais appris 2 mois avant et que j'ai pu aussi mettre en œuvre chez François. Donc, il y avait aussi une sorte de générosité, de tout mêler, une sorte d'enthousiasme et de générosité. Et ensuite, j'ai fini chez Jérémy Maxwell Vintrebert, donc un souffleur de verre à Paris, qui m'a accueilli pendant 2 mois. Et donc ces 3 ateliers m'ont permis de prendre le pouls un petit peu, très différent d'atelier en atelier, en termes de géolocalisation, mais aussi évidemment d'ambiance et de savoir-faire, évidemment. Et après de l'appliquer dans une agence d'architecture d'intérieur qui est celle de Tristan Auer, qui m'a permis de faire un stage de 6 mois et donc d'appliquer. Et je trouvais ça une expérience absolument incroyable, de pouvoir passer de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière et voir comment se fabriquait tout ce qui était, pour nous, en tant qu'étudiants, des plans et des choses un petit peu abstraites. Et ensuite de pouvoir répercuter cette richesse dans une agence et pouvoir apporter quelque chose qui existe évidemment, mais qui mériterait d'être de plus en plus poussé, d'où l'envie de continuer, et ce qu'on fait donc avec Clément sur
différents projets. François aussi, notamment cet été et l'année dernière. On a travaillé voilà, sur Design Parade, pardon. Oui, Festival d'architecture. Et alors toi, Victor Edgar, pardon, excuse-moi. Voilà, je suis hypnotisée. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience? Alors, disons que sur le programme Atelier Campus, j'avais eu la chance d'en faire un dans l'atelier de police. Mais pour des hasards de calendrier, je suis un peu passé dans les mailles du filet d'Atelier Campus, avec un échange à l'étranger à Hong Kong, il y avait un workshop de Camando au Salon du Meuble de Milan, qui ont fait que finalement je n'ai fait qu'un seul Atelier Campus dans l'atelier de Tolis. En revanche, par procuration et par l'expérience de Victor, ayant aussi pris des décisions entre ma 3e et 4e année de faire une année de césure, cette fois plus dans des ateliers, dans des agences d'archi d'intérieur, chez Noé du Chauffour-Laurence, ou bien agence d'archi chez Jacob et McFarlane, ou même chez un artiste auprès de Xavier Veillant. En fait, j'ai proposé à Victor au mois de janvier qu'on tente l'aventure de Design Parade. Pendant notre césure, de se dire, voilà, lançons une bouteille à la mer, tentons ce concours, on a du temps, sacralisons un mois et demi pour préparer ce concours. Et donc toute l'expertise de Victor sur le plâtre, sur la ferronnerie, sur le verre, je m'en suis nourri. J'ai eu la chance de passer voir en accompagnant des projets François, de repasser chez Tolis pour parler du projet. Et donc sur Design Parade, c'était en 2020, j'ai pu comme ça, en fait on a pu vraiment construire le projet grâce à cette expérience des métiers d'art qu'avait Victor. Disons que mon approche ensuite de ces ateliers et des métiers d'art s'est faite en fait dans la réalisation de Design Parade et puis dans un dialogue constant qu'on a établi depuis avec un réseau comme ça familier d'ateliers avec une grande fidélité pour ces ateliers aussi, pour leur maîtrise et voilà, on sait que c'est une sorte de maillage comme ça qui se crée et qui nous permet de vraiment à chaque projet réunir les compétences et les savoir-faire. Et donc on continue de le faire là sur la prochaine exposition de Design Parade et sur nos projets, nos premiers projets professionnels qui s'annoncent. D'accord. Et donc là par exemple pour Design Parade, vous allez travailler avec les 3 ateliers qui sont là avec nous? Sauf Alors, Victor a eu la chance de travailler récemment avec Tolis sur un gros projet qui découlait Design Parade qui était pour American Vintage. Et c'était un petit peu l'idée de, quand tu parlais de maillage, ce qui était intéressant et ce qui est toujours intéressant évidemment, c'est de travailler avec ces ateliers d'excellence qui permettent d'avoir un support technique mais aussi d'avoir un support sensible. Vous avez tous les 3, je pense, vraiment un œil qui nous permettent de pousser, d'enrichir le projet vraiment intensément. Et l'idée, notamment avec le projet donc American Vintage, où on a mêlé l'atelier Tolis et un atelier d'ébénisterie, c'est vraiment de faire se croiser et d'essayer d'apporter de nouvelles choses dans des ateliers qui sont parfois vraiment forcément monomatières, et de comprendre comment on peut aussi, en tant qu'architecte d'intérieur et designer, apporter de nouvelles pistes. Évidemment, on n'est pas du tout technicien, mais d'apporter une nouvelle vision d'un matériau. Nous, ce qui peut être intéressant dans ce parcours un peu particulier qu'on a, un pied dans l'école, un pied dehors, c'est d'apporter une sorte de direction nouvelle ou d'usage nouveau, de faire un peu table rase des utilisations classiques des matières, en apprenant pour autant leurs utilisations, leur système constructif ou quoi. Et ensuite de les appliquer à de la création contemporaine, dans une démarche vraiment de se dire qu'on a un terreau, qu'on a un vocabulaire qu'on peut utiliser et appliquer. Et donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Moi je suis en train, avec l'atelier François Poinat et de Claire Passementier, de travailler sur un gros projet qui lie la ferronnerie d'art et la passementerie, sur des usages qui ne sont pas forcément des usages classiques. La passementerie qui d'habitude peut-être ce décor ou cette dernière finition là est utilisée de manière première, structurelle même. Et donc je ne sais pas si Jérôme dans cette approche-là...
Moi, en fait, quand j'ai rencontré Edgar et toi aussi, je t'ai rencontré quand même une fois. Absolument. Hein. Après, c'est surtout mes collaboratrices qui se sont occupées de vous. Mais j'ai trouvé intéressant justement d'amener dans une maison comme ça, ancestrale, qui est en train de se transmettre jusqu'à maintenant 7e génération. Alors, je trouvais que c'était intéressant d'amener justement des œils nouveaux, des gens qui étaient capables de nous faire un peu décoller de nos habitudes, de notre zone de confort où on est là, on fait un peu toujours la même chose, même si on invente parce qu'on est des grands créatifs, mais je pense que justement d'autres yeux apportent de la création, et ça c'est effectivement intéressant, le nouveau projet d'Edgar, justement, qui est de redonner à la passementerie son rôle premier, qui était en fait un rôle structurel, un rôle utile, avant qu'il soit devenu quelque chose de décoratif et d'ornement. Donc tu remets au cœur du projet là, ce savoir-faire. En fait, c'est parti, notre rapport à la passementerie qu'on a développé, la rencontre avec la maison d'Eauclair s'est fait pour la première édition de Design Parade. C'est parti vraiment d'une intuition de se dire, on n'avait pas forcément un besoin au départ de passementerie. On avait un projet qui se tenait, et une intuition de se dire, mais on a un terrain, on a un lieu d'exposition, autant aller chercher des ateliers qu'on ne connaît pas, sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce que c'est la passementerie? Et donc on a rencontré la maison d'Eauclair, visité leur showroom parisien, et là on s'est dit que pourquoi pas l'utiliser. Quand on a vu en fait tout ce savoir-faire absolument incroyable, mais la complexité énorme, c'est des combinaisons infinies, et là on s'en rend bien compte dans la préparation du prochain projet, en fait qu'il y a une matière géniale d'exploration, et donc c'est pousser encore plus loin finalement notre travail d'architecte d'intérieur, que d'aller justement comprendre comment ça fonctionne, comment ça se place aussi. Et à chaque fois, c'est une même démarche, une constante qu'on essaie de partager avec Victor, c'est cette idée de comprendre une matière, comprendre ses directions, et c'est vraiment un dialogue, c'est jamais l'application de plans ou quoi, c'est vraiment un dialogue constant sur une appréhension de la matière. Nous, on n'est finalement que des vastes ignorants qui arrivons avec une idée et qui avons vraiment besoin de l'aide et de l'expérience des ateliers pour mener à bien cette idée. Et nous en avons besoin d'ailleurs, de vous, justement. Parce qu'en fait, ça s'auto-nourrit. Hein, les deux se nourrissent. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. L'autre, c'est exactement les mêmes mots employés, donc c'est vertigineux. Et après, l'idée, j'imagine qu'elle évolue aussi. Quand vous arrivez avec une idée, c'est pas forcément l'idée que vous avez, la première idée qui sera réalisée. Il y aura peut-être une évolution. En fait, la première idée est toujours très radicale, enfin, on part avec des envies ou quoi, et puis on se heurte en fait à la transformation d'une idée en matière. Et donc là, en fait, c'est là que le projet commence finalement, parce que par exemple sur les bénisteries, c'est aussi intéressant comme autre savoir-faire, parce que sur les bénisteries, on a tendance à appréhender le bois comme une matière uniforme, mais on se rend compte que c'est une matière qui nous indique des directions, des usages, et qu'en fait la matière dicte le dessin directement du projet. Et avec l'ensemble des ateliers, c'est à chaque fois ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on revient à ce que disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un échange, il y a des compromis à faire entre le designer et la technique, les ateliers, pour un compromis qui va dans le même sens, hein, parce que c'est pas un compromis pour nous, pour notre confort, et c'est un compromis qui va permettre de faire l'objet au plus près de vos idées, de vos choix. Voilà, ce qui est amusant en fait, c'est que nous, excuse-moi, ce qui est amusant, c'est que nous-mêmes, en tant que dirigeants, on est très impliqués dans ces projets et on veut donner la force pour avancer, et quelquefois c'est dans nos ateliers où ça freine, et c'est là que justement cette force qu'on essaie de mettre pour changer les habitudes et à aller vers autre chose, c'est ça qui donne beaucoup d'intérêt dans l'histoire, parce que de toute façon il en restera une trace qui nous sera utile pour plus tard. Oui, c'est vrai qu'on donne de l'impulsion à nos compagnons, parce qu'ils sont intéressés, mais au début il faut quand même... c'est ça. Un peu les convaincre. Il faut les convaincre que ça peut marcher.
Et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça permet de faire évoluer nos métiers. Parce que si on est encore là, nos métiers sont encore vivants, c'est qu'ils sont modernes, c'est qu'ils évoluent. Et l'évolution ne se fait pas uniquement entre nous, dans l'entre-soi, c'est-à-dire que... L'entre-soi avec juste la technique. Ça. Voilà, oui, on maintient une technique dans l'entre-soi et encore. Mais le fait d'avoir des rencontres avec des designers qui nous sortent un peu de nos zones de confort, ou qui, comme on disait, nous sortent des fois des idées un peu farfelues, où on va faire les choses à l'envers, presque, c'est très important pour nos métiers. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'en fait, il y a une commande quand même. Il y a une commande, et la commande nous oblige à aller vers quelque chose. Parce que s'il n'y a pas... Le métier a évolué depuis Louis XI jusqu'à maintenant. Il a évolué parce qu'il y avait des commandes. Ces commandes-là qui ont fait évoluer ce métier, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, quand je parle du mien, il est si vaste et si complexe. Et donc ça aussi, en fait, Edgar et Victor nous passent une commande, ça nous fait avancer. Ça nous oblige, et c'est ça aussi qui fait évoluer. C'est pas juste un projet comme ça, puis on fait ça exactement entre nous et on se fait plaisir. Ce qui est intéressant, c'est quand tu parlais de compromis, il y a cette idée, ce que j'avais dit, donc vous apportez une technique, mais donc aussi une sensibilité, et je rebondis sur une expression que Clément utilise souvent et que j'aime beaucoup, qui est celle de l'artisan éclairé, et que vous êtes, et qui nous permet de créer du coup avec une intention et parfois quand même un dessin, de le faire évoluer et de faire confiance en fait à une expertise mais aussi à une sensibilité qu'on enrichit grâce à vous et grâce à voilà, notre expérience. En plus que nous, cette idée d'artisan éclairé, bien sûr, elle vient par une capacité à se remettre en cause, à être remis en cause par la jeunesse, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, nos savoir-faire, c'est souvent des savoir-faire un peu ancestraux, avec des modes de faire. Alors nous, par exemple, en staff, on va faire des corniches tout le temps, toujours un peu les mêmes corniches. C'est toujours hyper intéressant de se dire qu'est-ce que ça peut être. Nouvelle chose. Moi, je vois des architectes d'intérieur toute la journée qui parfois sont préoccupés par le joint, la question du joint entre des panneaux muraux. Comment on gère le joint? Alors justement, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir travailler avec des jeunes architectes d'intérieur, parce que quand je vais en agence, souvent on me dit « Ah, mais il ne faut pas de joint ». Alors je dis « Bah si, jouons avec ce joint. Comment on le joue ?» Alors avec Victor, sur le prochain Révélation, là, on a fait des panneaux et on s'est dit « Voilà, comment on va gérer le joint ?» Donc ce sera intéressant. D'ailleurs, ça va être en métal, avec des petites pièces en métal que Victor nous a dessinées et qu'on a réfléchi ensemble de manière à ce que ça puisse avoir un rôle de liant et aussi que ça puisse tenir, que ça casse pas le panneau quand on l'assemble et tout ça. Et ça va devenir un ornement. Ouais, voilà, ça va devenir un ornement, ça va devenir un élément, un trait d'union, quelque chose qui permet de dire le joint n'est pas un problème, c'est aussi une solution, c'est aussi une solution décorative et ça c'est intéressant par exemple. Tout comme avoir des étudiants de Camondo, des étudiants en école d'architecture intérieure, pour nous, pour nos ateliers, je pense que c'est hyper important parce que d'une part ça permet de façon très prosaïque de pouvoir mieux comprendre nos clients. Oui. Et puis ça permet aussi de se remettre en cause très souvent et de faire des rencontres qui souvent deviennent assez exceptionnelles, puisque les étudiants qui viennent nous voir et qui reviennent nous voir, souvent ça devient des relations suivies dans la durée, et c'est des relations qu'on cherche. L'exemple du joint creux est très intéressant, et ce qu'on essaye avec Edgar de mettre en avant de façon systématique, c'est l'idée de ne pas mentir sur la matière qu'on utilise et de ne pas essayer de contourner un problème. J'ai cru comprendre que vous travaillez sur quand même pas mal de mètres de passementerie et de cordes, et donc ça implique des problèmes techniques, mais c'est de les assumer, comme assumer un joint, comme assumer une vis, un assemblage, plutôt que privilégier une soudure qui devient invisible, parce que la matière ne peut pas se modeler comme on le veut en tant que créateur, et qu'il faut, on revient sur l'idée de compromis, mais en tout cas aller toujours dans ce sens-là de la matière qui est hyper important
Et ça peut devenir un élément du projet. Et C'est-à-dire du que coup, oui. si on revient à ce qui était dit juste avant, que moi j'ai beaucoup aimé, c'était la contrainte devient élément de projet. C'est-à-dire la vis que je ne peux pas cacher, ben, en fait, vaut mieux la cacher, vaut mieux la montrer, mais comment je la montre pour qu'elle soit réussie, ça c'est quelque chose d'assez passionnant dans nos métiers, parce que en plus on peut avoir dans les ateliers des habitudes de bonnes manières de travailler qui peuvent dire ben, ça il ne faut pas que ce soit vu, il ne faut pas le montrer, il faut le cacher, il faut le travailler comme ça, et des étudiants justement des étudiants qui ont un regard un peu différent peuvent très bien dire ben, c'est un élément de langage, c'est un élément qu'il faut montrer. Je me rappelle de nos fameux polochons voilà, les polochons qui sont des éléments des éléments en plâtre avec de la filasse qui permettent d'assembler en fait une armature au panneau et tout ça. Et voilà, Victor et Edgar ont voulu les garder, les montrer, mais à la fois il a fallu se battre un peu à l'atelier pour que ces polochons les fassent de manière un tout petit peu plus beau, parce qu'ils allaient cette fois être vus, ils ne sont pas dans le faux plafond cachés à la vue de tous, pourtant ils existent, hein, d'ailleurs ils sont partout au-dessus de nous, là. Ils viennent tenir les plaques de plâtre qui permettent de faire les plafonds. Là on a fait des polochons qui étaient visibles, on pouvait aller derrière la pièce, d'ailleurs plein de gens allaient voir, il y avait des armatures, par contre les armatures en bois, pour une fois, au lieu d'être des lithos du commerce, étaient des éléments dans des essences fines, travaillés par un ébéniste. Enfin, voilà, pour nous, c'est hyper intéressant aussi à l'atelier. Et j'ai mon chef d'équipe qui est venu me voir en me disant ah, t'as vu les polochons, t'as vu comme c'est beau et tout. Pour eux, c'est top. Voilà. Il y a un peu aussi une idée, et on se rejoint, je pense, tous là-dessus, sur l'idée de transmettre, d'être presque, je vais dire, pédagogique dans le projet, où, comme les polochons, en fait, comme on les voit pas, personne ne sait qu'un plafond, ça tient comme ça. Et quand on en voit, et ben on se pose la question, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Et il y a aussi l'idée de... narration. Oui, exactement. Narration dans l'atelier. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, de montrer dans une seule pièce toute cette évolution, et de montrer dans une pièce finie ce que c'est du coup l'histoire de l'atelier. Donc mettre en avant dans une pièce non seulement le créateur, mais aussi l'atelier qu'il a fait, qui est un enjeu, je pense... très important dans ce qu'on fait et ce qu'il faut faire en tout cas. Et la valeur ajoutée de l'artisanat. Ça veut dire qu'il faut avoir passé beaucoup de temps en atelier pour quand même savoir tout ça. Ce qui est intéressant, moi, je sais que dans les premiers dessins que j'étais amené à faire, mais des dessins cette fois hors école qui étaient voués vraiment à exister en fait, c'est posé un vrai malaise et un vrai problème au moment de dessiner le projet, de faire une esquisse, sur la limite en fait de notre métier en tant qu'architecte d'intérieur, que designer, où à un moment on dessine des formes, des volumes, et puis on ne sait pas comment ça sent. On ne sait pas comment... Et en fait, je me suis rendu compte, en discutant notamment avec les différents ateliers, qu'il ne fallait pas avoir une sorte aussi de honte ou de gêne par rapport à ce dessin abstrait, et au contraire de solliciter l'atelier très tôt dans la phase de conception. En fait, avec ce volume dégrossi, qui est une intention, qui est une idée, et ensuite vient, c'est là que en fait, le projet commence finalement, est né. C'est le moment où, par exemple, avec François en ferronnerie, tu vas m'expliquer que là, on va avoir tel type d'assemblage, tel type de vis, que telle soudure là sera pas solide ou quoi. Et c'est cet apprentissage-là. En fait, le dessin n'existe pas avant. Créer ex nihilo dans notre métier, ça n'existe pas vraiment, parce qu'en fait, on crée dans la matière. Et pour revenir sur les systèmes d'assemblage et sur la narration et cette volonté en fait pédagogique vis-à-vis aussi du visiteur, vis-à-vis de celui qui n'est pas architecte, qui n'est pas du sérail, et en fait de donner à voir, c'est aussi d'éduquer le regard, et ça, parce que nous aussi, même enfants ou quoi, en regardant des armoires de grand-mère ou des meubles bien faits, en fait on a retenu inconsciemment aussi des assemblages, des choses. Des manières il y a des choses qui nous semblent naturelles, et je pense que d'habituer aussi de manière globale, même à un public non avisé, à voir ces assemblages, à voir ces choses-là, c'est essentiel. Et la technique du polochon, par exemple, sur la présentation du projet American Vintage, ça a vraiment marqué, mais vraiment, et le tout venant devant la vitrine de ce magasin. Et dans un projet comme justement American Vintage, donc là on est vraiment sur artisanat, jeune création, donc jeune créateur pas encore diplômé qui propose avec le savoir-faire Taulis. Finalement, vous êtes sur le même plan.
dans le projet, là, quand vous présentez ces bas-reliefs, finalement. Le même plan, c'était... On voyait autant... Non, on est sur une... Alors là, c'est intéressant parce qu'on est sur une sorte de... quand même, sur une commande, même sur... Ah oui, c'est-à-dire nous sommes dans on est bras armés sur des choses que... On comprend. Oui, c'est sûr qu'on est important. Et puis là-dessus, alors justement, ce qui est très intéressant aussi avec des designers qui passent par nos ateliers et avec qui on crée des relations, c'est qu'ils ont une grande exigence dans la manière de nous mettre en scène. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je l'ai beaucoup, on l'a vu dans toutes les communications qu'on a, et je suis sûr que ça durera longtemps, mais Edgar et Victor mettent un point d'honneur à toujours citer les ateliers, à avoir un très grand respect, parce qu'ils savent aussi que c'est sûr que quand on moule un rocher et que on a un problème avec le contre-moule et que d'un coup on arrive à l'atelier avec juste le silicone alors qu'on normalement on est censé avoir un contre-moule qui tient, c'est sûr que ça devient, voilà, là le savoir-faire de l'artisan et de l'équipe est hyper importante parce que là dans ce cas-là Victor il a besoin de moi à ce moment-là, autant que nous on peut avoir besoin de lui sur plein d'autres moments de dessin, d'idées, de concepts, de culture. Mais là, on est dans le problème concret. Et moi, ce que je disais souvent à Victor quand on travaillait ensemble, je lui dis attention, à partir du moment où on crée, on se met en situation de faire des bêtises et d'avoir des problèmes. Alors, American Vintage, ça a été aussi une bonne manière pour toi de te rendre compte, faire un chantier, se mettre en situation de faire un chantier, de faire un projet pour de vrai avec ses vraies petites ses papates, et c'est de voir le chiffrer, et donc se planter dans son chiffrage, souvent. Ou d'avoir peur de se planter, en tout cas il y a toujours cette peur que tu sauras qu'à la fin si tu t'es trompé ou pas, et après d'avoir des difficultés à surmonter. Alors le plus tu travailles avec des bons, le moins tu as de sueur froide et le plus tu as de solutions. Voilà. Donc, voilà, quand même. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette manière qu'on a et que de manière tacite on a imposé en fait avec Victor depuis qu'on collabore, c'est cette idée de... Donc il y a l'idée d'absence, un peu de hiérarchie, de citer toujours, on a insisté toujours pour qu'il y ait des cartels qui mentionnent les artisans, qui mentionnent les ateliers. Mais je pense que c'est aussi une sorte de nouvelle ère où après des années peut-être, ou depuis les années 90, il y avait une sorte de secret jalousement gardé par tous les designers de leurs ateliers. C'est sûr. Et toujours, je pense qu'en fait maintenant c'est presque une co-signature. C'est une co-signature, et parce qu'en fait dans d'autres métiers par exemple, génial. Quand on regarde dans l'édition, dans l'impression, dans les stamps, la lithographie, les ateliers sont toujours signés. Le lithographe, l'imprimeur, le graveur sont toujours signés. Et c'est pas pour autant en fait qu'il y a plus de copies, de concurrence, de quoi. Ça, je pense que c'est les ateliers qui préservent aussi ça, et c'est leur devoir, et nous c'est une vraie confiance qu'on fait. Mais en fait ça me paraît essentiel parce que ce serait de nier en fait leur participation dans un projet. Oui, mais on revient, c'est comme Artigas et Picasso, ou des collaborations exceptionnelles avec un céramiste, un artiste. Peut-être que c'est ça aussi, artisanat et jeux de création aujourd'hui. Dans cette thématique, j'ai l'impression qu'en effet, on arrive maintenant à ces duos de signature. Et à la fois, il est très agréable d'avoir des interlocuteurs qui vont se passionner pour nos métiers et beaucoup s'y intéresser, et même à la fin acquérir des vraies compétences quasiment de sorte de chargés d'affaires de l'entreprise, qui savent un peu plein de trucs techniques, qui peuvent prévoir des trucs techniques. C'est un peu ce que tu dis. Je vais être meilleur dans mon dessin si je prévois un peu les problèmes que l'artisan va avoir. À la fois, je pense qu'il faut aussi se dire que moi j'ai beaucoup de plaisir avec Atelier Campus à me dire, on a aussi des étudiants qui vont venir s'ouvrir à la matière. Alors bien sûr, on a un grand plaisir à avoir des étudiants qui vont après devenir un peu des cracks des ateliers, mais je pense qu'aussi cette idée de pouvoir faire venir dans les ateliers, pousser la porte, donner un carnet d'adresses. Moi, je me rappelle l'année dernière, tu m'avais demandé d'être jury en 5e année, et on avait une étudiante qui avait fait un très très beau projet, mais à la fin, elle avait dessiné une ossature qui était en bois, qui était très belle, quoi. Toutes les 3D étaient super. Et pourtant, à la fin, je lui dis, mais est-ce que vous avez appelé un charpentier pour savoir comment ça tient ?
Parce qu'en fait, votre projet, à la fin, un jour, il y a un client qui va l'acheter, et puis il va falloir que ça tienne, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif de votre dessin, en fait. Et là, elle avait dit, ah non, j'ai pas eu le temps, et tout ça. Et je lui avais dit, mais il y a des artisans poussés, appelez-nous, enfin, on est très free, mais osez. Et elle m'avait dit, mais on n'a pas les... je connais pas de charpentier. Je lui ai dit, mais demandez-nous, nous, on en connaît des charpentiers. Ferronniers, c'est pas vrai, parce qu'il y a MDB, on a travaillé voilà, enfin, il y a avec les métiers du bois. En fait, donc elle en connaissait en fait des charpentiers, mais elle ne le savait pas. Mais enfin, donc il faut non, mais par contre, ce que je peux comprendre, c'est la difficulté de pousser la porte, d'appeler et tout ça. Je crois que, alors bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations, non. Mais on n'a pas tant de sollicitations que ça. Et en fait, quand on en a, on essaie d'y répondre, ouais. parce qu'en plus, quand ça vient d'un étudiant, on voit ça d'un bon oeil. Ouais. Oui. Et il y a une chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'on a un temps d'échange qui est beaucoup plus important. Quand on échange avec un client, il y a un délai, il y a un prix, il y a des choses qu'on veut dire, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire, parce que ça peut se retourner contre... Enfin, et là, on est très libre dans la discussion. Alors, c'est très agréable, parce qu'on peut rentrer dans des détails, on peut rentrer des fois dans une philosophie de façon de travailler, de dessiner pour vous, de travailler la matière. Ça nous fait grandir. Enfin, c'est important, en tout cas, pour nos ateliers et pour nos métiers. Et alors, effectivement, il faut aussi donner nos carnets d'adresses, parce que moi, je me suis rendu compte qu'avec les ateliers campus, que pour un jeune, c'était pas facile de toquer à la porte d'une entreprise et de dire, voilà, je voudrais faire ça. Donc, on a aussi ce rôle de leur donner la possibilité, dans la mesure où on le peut, de les connecter à d'autres savoir-faire, parce qu'on en connaît forcément plein. Ouais. Oui, et ça, c'est un rôle aussi. Mais Atelier Campus, c'est aussi un peu ça, hein, c'est l'idée c'est un club de rencontre, en fait. De créer un maillage. Comme l'est une école d'ailleurs, comme dit souvent René Jacques, c'est un peu l'image qu'il aime bien prendre, mais c'est tout à fait vrai. Mais en plus ça s'enchaîne, c'est-à-dire que souvent par des rencontres, je pense que nos premières rencontres dans les ateliers, à chaque fois se sont faites par le biais de personnes extrêmement bienveillantes et ouvertes, et tous les trois ici, vraiment c'est aussi ça qui ont fait que quand on était plus jeune, on n'avait pas peur d'aller vous voir. Et je crois que ça c'est très important. Et puis ensuite s'ensuit en fait une chaîne infinie. Moi je me souviens que ma première rencontre avec, je crois que le premier atelier que j'ai rencontré dans ma vie, c'était tout jeune un imprimeur traditionnel à Paris, qui ensuite m'a fait rencontrer un relieur d'art, un sérigraphe. Et en fait, on est suivi une sorte de réseau, de maillage. Et encore aujourd'hui, je viens de me rendre compte que ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Et je suis pas vieux, j'ai 25 ans. Et, ça explique ton diplôme. Mais ça explique totalement. En fait, c'est moi maintenant. Enfin, ton mémoire, je veux dire. Mais exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ça imprime des choses. C'est le cas de le dire. C'est vraiment ça marque. C'est des vocabulaires, c'est des formes qui nous sont familières, qui reviennent et inlassablement. Et Victor, pareil. Je pense que la première rencontre avec Tolis, dans ton travail d'artiste naissant, c'est vraiment en fait présent, quoi. C'est emprunt. Et on dessine par ses premiers regards, ses premières rencontres, je pense. On pense, en tout cas personnellement, oui, en tant qu'artiste, je travaille et je pense plus facilement en plâtre et aussi en métal beaucoup, alors que le bois, bizarrement, je ne suis pas forcément à l'aise avec cette matière-là. Et je rebondis avec Atelier Campus, la première fois où je suis allé chez François à Nevers, où pour la première fois, j'ai compris que chaque matériau est vivant, donc ça fait partie d'un processus de recherche, mais aussi de façon formelle, où on a juste, presque tout bêtement, j'ai envie de dire, tapé du laiton, tapé de l'aluminium, tapé de l'acier, qui répond pas du tout pareil, qui interagit avec nous différemment. Et je pense que ça, c'est vraiment la première couche qu'Atelier Campus nous offre et qui est extrêmement riche. Et c'est après à nous de plonger complètement dans l'atelier, de comprendre pourquoi le laiton est plus mou, pourquoi l'aluminium est plus cassant, et de faire après projet avec ça. Et c'est vraiment Atelier Campus qui un très beau programme pour ça.
Bon, bah, c'est une belle conclusion. Et il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais aussi conclure, c'est cette idée que je crois que notre métier, donc le diplôme de l'école qui est celui d'architecte d'intérieur designer, il ne faut pas oublier que c'est un diplôme qui est l'héritier d'un ancien métier disparu, celui d'ensemblier décorateur, qui est l'héritage de l'école. Et je pense que toute pôle de recherche de l'école aussi travaille beaucoup dessus. Tout à fait. Et en fait, à cette époque-là... On en parlait tout à l'heure, à la conférence d'avant. Exactement, et à cette époque-là, en fait, je crois qu'il y avait vraiment ce souci chez l'ensemblier, et je trouve cette notion extrêmement claire, et dans toutes les langues, chez l'ensemblier, l'idée d'être un peu ce chef d'orchestre, ce maillon qui relie comme ça des matières différentes, des ateliers différents. Et je crois que depuis la création d'Atelier Campus, de réinscrire l'école dans cet héritage-là, c'est vraiment essentiel. C'est vrai. Bah, c'est essentiel pour toi et c'est essentiel pour nous. Parce qu'effectivement, enfin en tous les cas, pour la passe-menterie, c'est très très clair. C'est-à-dire que on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de décorateurs ou qui sont plus des architectes, qui connaissent bien la matière de la pierre et éventuellement du métal. Et puis, il y a une espèce de blocage où on ne va pas plus loin et où le textile est vraiment une matière qui a beaucoup de mal à appréhender. Et que cette notion d'ensemblier, de remettre tout l'artisanat ensemble et en plus tout ce qui se fait avec l'artisanat, c'est hyper important et c'est primordial parce que en fait, dans aucun pays, en fait, ça existe maintenant. Et que c'est bien que ce soit en France que ça redémarre justement à l'école Camondo qui est normalement la base de ça. Ouais. Oui, puisque c'est l'école des arts décoratifs. C'est ça. Merci beaucoup, je crois qu'on a s'arrêté là. Merci. Bravo. Merci à vous.